Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une review du chapitre 956. Je suis content car OP va de mieux en mieux. Oda nous fait des chapitres de plus en plus cool. Le chapitre n'est pas parfait bien sûr, mais il est en grande partie excellent. On a dans ce chapitre un passage dans le présent de One Piece, au même moment que les événements de Wano Kuni. On a chacun des rois qui se dirigent vers son pays, ils rentrent tous chez eux. Et par la suite on a une sorte de flashback d'événements qui sont antérieurs à cette séparation. On a quelques jours avant cette séparation une scène au journal de Big News. On apprend dans celle-ci qu'il va mettre en une le fait qu'il y a eu plusieurs morts, mais il dit qu'il hésite aussi avec les délibérations de la rêverie, dont on va voir l'impact plus tard dans le chapitre. Et là avec cette scène il nous donne déjà deux grosses informations. Enfin surtout une grosse information, c'est qu'il y a plusieurs morts. On a aussi dans cette scène une tentative de manipulation de l'information. Un agent du GM se cachait au sein de la rédaction de Big News. Il se montre insistant afin que celui-ci étouffe une affaire comme le lui demande le GM, mais celui-ci refuse de passer cet événement qui nous est inconnu sous silence, et d'obéir. Il fait valoir son droit d'écrire les informations et les fake news que lui valide. En gros il leur a dit c'est pas toi qui décide. Et donc il met KO l'agent du GM. Bon il avait pas l'air très robuste, mais ça montre que Big News sait se défendre. Mais quelle était l'information que le GM voulait étouffer? On a vu plus tôt dans le chapitre les différentes informations qui allaient paraître dans le journal. Et il y avait les délibérations, les morts, mais aussi une tentative d'assassinat. C'est peut-être cette information que le GM cherche à étouffer. Cette tentative d'assassinat peut avoir été faite à l'égard de Vivi, ou de son père. À moins que cette tentative d'assassinat concerne celle qui a été amorcée lors des premiers chapitres de la rêverie à l'encontre de Doflamingo. Il est possible que celle-ci ait échoué grâce à Magellan, à moins que ça concerne aussi Sabo, mais ça, on en parlera plus tard. On apprend que Wapol a une information à livrer à Big News, mais c'est pas celle qu'il devait passer sous silence. C'est une autre qu'on ne peut pas identifier pour l'instant. Hâte de la découvrir. On a par la suite un retour dans les différents pays, ils lisent les journaux, le narrateur dit que certaines de ces informations sont choquantes. En tout cas elles choquent l'opinion. Mais on voit plus tard dans le chapitre qu'il y en a d'autres qui réjouissent le peuple, comme celle qui dit que grâce à Riku et Cobra, le système des Shichibukai a été aboli suite à un vote. On a aussi un retour sur Makino, les brigands et les révolutionnaires. Ils apprennent qu'il est arrivé quelque chose à Sabo. Ça pourrait être l'information que le GM a demandé à Big News de passer sous silence. Ils auraient voulu la passer sous silence car imaginons qu'ils les capturaient peut-être. Ils voulaient peut-être ne pas voir les révolutionnaires débarquer avec toute leur force chez eux, sachant qu'ils ont déjà les Shichibukai à traquer, et qu'ils ont l'essentiel de leur force dispersée dans le monde. Donc ils auraient pu vouloir faire passer cette information sous silence, afin que les gens ne soient pas au courant, et qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent avec Sabo. Après, ça reste que de la théorie. Il est possible qu'il n'ait pas été capturé, ou qu'il ait pris la fuite pour Wano comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur les futurs événements de l'arc Wano. En tout cas, l'intégralité de son groupe a l'air d'être impliquée vu que les révolutionnaires n'arrivent pas à établir de contact avec eux. On a par la suite un retour sur les Shichibukai, chacun d'eux est dans le viseur du GM. Le vice-amiral Stainless dirige plusieurs vaisseaux qui encerclent et sont prêts à attaquer l'île de Baggy. Une puissance équivalente au Buster Call voire qui lui est supérieure encercle toute l'île. Des flottes aussi imposantes sont aussi envoyées chez Mihawk, Hancock et Weeble. Enfin je pense pour le dernier. On l'a vu au milieu de l'île, on n'a pas vu les flottes. Les corsaires vont devoir prouver quelque chose au monde, prouver qu'ils méritaient leur titre. Ils ont normalement désormais des primes, vu que Mihawk dit être celui qui est chassé maintenant. Je vous invite à me dire en commentaire les primes que vous imaginez pour chacun d'entre eux. Personnellement, je verrais bien un bon 2 milliards de berries pour Mihawk, car même si en 1 contre 1 pour moi il fait du sale au Yonko, il n'a pas un équipage qui constitue la réelle puissance d'un Yonko, à moins qu'il se tape un délire avec ses singes, mais j'y crois pas trop. Je verrais bien 1 milliard de berries pour Weeble que je considère comme étant aussi dangereux et aussi destructeur que Jack. 700 millions pour Hancock pour son acquis des rois et son équipage, mais je la sens tout de même plus faible que Smoothie. 500 millions pour Baggy qui, même s'il est surcoté, jouit d'une grosse réputation. Attention, tout ce que je dis est purement subjectif, mais je vous invite à me dire en commentaire les primes que vous avez imaginées. Baggy a pour objectif de fuir mais envoie ses hommes pour faire diversion. Étant donné qu'il est dans le Nouveau Monde, pour être à l'abri, il va devoir s'éloigner du QG de la marine et de l'entrée du Nouveau Monde, se rapprocher des terres des Yonko. On peut facilement imaginer qu'il va se rapprocher de son ancien Nakama, Shanks. Mihawk quant à lui est sur une île dans laquelle des mandrills qui ont plus ou moins le niveau de Zoro pré-ellipse attendent des ennemis pour combattre. Et en plus de ça, sur l'île où il y a Mihawk, Il aurait pu fuir mais il ne l'a pas fait. Pourtant ce personnage n'est pas suicidaire. Et il anticipe beaucoup comme il nous l'a montré avec la scène avec Perona. S'il est resté, c'est qu'il sait qu'il a la puissance nécessaire pour les repousser.
ou du moins pour s'en sortir. De plus, il a l'air d'apprécier la situation. Il dit que cette atmosphère hostile, il ne l'avait pas ressentie depuis un certain moment. Il dit même que ça l'excite. Il en rigole même. Quel charisme, quel flow, quel homme. J'en attendais pas moins du personnage qui a surpassé Shanks. Je pense qu'une fois qu'il se sera amusé avec eux, celui-ci étant sur Grand Line, ira soit prêter main forte à Hancock, soit ira sur Wano étant donné que c'est une île dont la marine ne s'approche pas et où se concentrent des sabreurs puissants. C'est un lieu idéal pour lui, à moins que celui-ci décide de se laisser capturer pour X raisons. Je trouve ça peu probable, mais il faut évoquer toutes les éventualités. Weeble quant à lui est encerclé par des marines et sa mère lui ordonne de les tuer. Par rapport à l'orthographe de son nom, je pense que je vais continuer à dire Weeble, par habitude. Et je vous invite à faire la même chose car Weevil, c'est pas beau. Quant à Hancock, celle-ci devra faire face à une flotte à bord de laquelle se trouve Kobe. C'est vraiment l'affrontement le plus incertain pour moi. Car d'un côté, les Shichibukai doivent être mis en avant pour montrer qu'ils valaient leur réputation, mais de l'autre t'as Kobe qui est le Sasuke de Luffy, c'est son antagoniste ultime, il peut pas perdre comme ça pour moi. Donc là c'est vraiment incertain. En parlant de Kobe, vers le milieu du chapitre on a une discussion entre lui et Drake. Une discussion dans laquelle on apprend que Drake est un membre d'une unité de la marine, nommée Sword. Il nous est même révélé qu'il est leur capitaine. Le fait que Diaz Drake soit avec le GM fait partie des éventualités que j'avais évoquées, et auxquelles plein de gens avaient pensé d'ailleurs. Le fait que celui-ci soit toujours avec le GM est entre guillemets logique. Si ça n'avait pas été le cas, ça aurait suggéré que la trahison était une affaire de famille chez lui, et que c'était génétique, étant donné que son père aussi était un marine et qu'il a fait exactement la même chose. Bref, Kobe lui dit que le GM ne se déplacera pas sur Wano, mais il est possible que le GM, enfin, que la marine change d'avis quand elle apprendra ce que Diaz Drake a révélé à Kobe. Il y a déjà l'information comme quoi le CP0 serait sur Wano, c'est une chose que Kobe ignorait et qui a choqué Diaz Drake. Celui-ci nous a dit que le CP0 aurait conclu un accord avec Orochi selon la trad de Scantrad, et selon la trad de LG, il serait en train de conclure. Quand on sait que dans cet accord il y a Vegapunk qui pourrait rejoindre Wano, Drake a clairement de quoi être choqué. Mais dans cette scène on voit bien qu'il y a un schisme entre le GM et la marine qui ne communiquent pas. Un schisme qui se creuse de plus en plus à cause de leur divergence. Le GM, contrairement à la marine, ne cherche pas la justice, il cherche l'ordre. Et pour imposer un ordre il faut de la puissance, peu importe qui la fournit. Et parfois pour maintenir un certain ordre des choses injustes peuvent être faites. Il ne cherche pas un monde sans pirates comme la marine d'Akainu. Il cherche un statu quo, un équilibre où la marine tout comme les pirates ont leur place. Il ne cherche pas un monde meilleur mais un monde stable, contrairement à la marine. En soi, on peut, en regardant leur idéologie, se dire qu'Aokiji et Sengoku ont une vision du monde proche de celle du Gorosei. En tout cas, beaucoup plus proche que celle d'Akainu ou Fujitora qui, eux, cherchent la justice. Une justice plus ou moins dure, mais qui ne cherche pas un ordre ou une stabilité. Ils veulent faire changer les choses. Comme quoi, les mauvais ne sont pas ceux auxquels on pense directement. Étant donné qu'on nous informe que le CP0 est sur Wano, mais qu'on ne nous dit pas qu'il l'a quitté, je pense qu'il est possible que le traître, enfin que la personne qui informe Orochi soit parmi eux. Étant donné qu'on n'a pas vu Bluno à la rêverie, il est possible que celui-ci soit sur l'île, et qu'il espionne l'Alliance grâce à son fruit de la porte, fruit qui lui permet de voir, d'entendre à l'abri derrière une dimension, un mur invisible. Il pourrait être au courant de tout ce qui se passe sans que personne ne le voie ou ne le sente, vu qu'il est dans une autre dimension, Bluno le Stalker. Son nom pour moi est à ajouter à la liste des personnes qui peuvent être ceux qui ont informé Orochi. D'ailleurs, en parlant de ça, un abonné sur ma dernière review m'a dit en commentaire qu'il est possible que la scène où on voit un Law pensif, un Law en train de réfléchir, à côté de la révélation à propos du fait qu'Orochi soit au courant pour l'Alliance et d'Iori, pourrait pour lui peut-être suggérer que Law ait entendu ce qu'Orochi venait d'apprendre, et donc pourrait informer l'Alliance que celui-ci est au courant. Et je trouve ça super intéressant perso, donc je voulais en parler. Concernant encore cette histoire de traître, il est possible que lorsque Orochi enverra ses hommes aux trousses d'Iori, qui est à Ringo, que Kyoshiro passe à l'action. Car si le shogun apprend que Iori est comme Murasaki, s'il ne le sait pas déjà, et qu'il apprenne que celle-ci est toujours en vie, il se posera des questions sur la fidélité de Kyoshiro. Il pourrait même le faire enfermer car celui-ci est censé l'avoir tué. S'il voit Iori, enfin Komurasaki en vie, il comprendra que Kyoshiro l'a dupé. Donc étant donné que celui-ci a beaucoup à perdre, je le vois bien tenter d'éviter ça. Soit en y allant lui-même, soit en empêchant ceux qui vont y aller d'arriver là-bas. Et à ce moment-là, il commettra vraiment un acte de trahison réel vis-à-vis du shogun, qui le lancera réellement dans la bataille. On voit aussi dans ce chapitre à Impel Down Doflamingo en train de lire son journal. Celui-ci n'est toujours pas mort et c'est pas pour me déplaire, j'ai toujours espoir qu'il soit libéré un jour. On a aussi un passage sur Tish qui est sur son île Beehive,
Il dit à ses subordonnés qu'ils vont bouger et il dit une phrase qui est « Plutôt que de le laisser tomber entre les mains de la marine, je préfère encore le prendre pour moi ». Dans une autre rade, il dit « La marine ne croit quand même pas que je vais leur laisser ça, c'est moi qui vais m'en emparer ». On ne sait pas de quoi il parle lorsqu'il dit « en » ou « ça ». Il pourrait s'agir de plusieurs choses. Il pourrait s'agir de Sabo et de son fruit qu'il avait l'air de convoiter. En tout cas, c'est ce que plusieurs personnes de mon serveur pensent. Rim m'a parlé aussi du fait qu'à Banaro, il voulait qu'Ace rejoigne son équipage. Et il ne faut pas oublier non plus que Burgess a combattu à Dressrosa pour ce fruit. C'est clairement quelque chose qui l'intéresserait et pour laquelle il pourrait se déplacer. Ça permettrait en plus de ça d'avoir deux groupes qui étaient censés s'affronter à Baltigo au même endroit, à savoir les révolutionnaires et Barbe Noire. Mais cette fois pour récupérer Sabo, le sauver ou le tuer. Mais il y a d'autres options. Il y a pourquoi pas le dernier Road Poneglyph, celui dont on ne connaît pas l'emplacement. La marine pourrait avoir eu vent d'où il se trouverait, et Teach aussi, et donc ça serait de ça dont Teach parlerait. Il pourrait ne pas parler d'un objet ou d'un humain, mais d'une chose qui est entre les deux. Je parle bien évidemment de Weeble. Celui-ci n'a pas l'air d'avoir de réelle conscience ou de volonté. On a juste l'impression que c'est une marionnette pour Bakin. Donc il pourrait être considéré comme étant une chose par Teach. Tout comme Kaido qui est considéré comme étant une chose pour son côté bestial par Big Mom. Teach pourrait vouloir s'en emparer et le mettre dans son camp tout en se débarrassant de Bakin afin que celui-ci puisse le manipuler comme il le souhaite. Il suggérerait donc qu'il ne voudrait pas laisser Weeble à la marine, ce qui est compréhensible surtout vu sa puissance de destruction. Surtout quand on sait qu'ils peuvent faire des pacifistas par exemple. Tu me multiplies Weeble par 100, waouh. On a aussi une autre option qui est en lien avec Alabasta. On n'a pas vu Cobra dans ce chapitre, on a juste eu une scène de lui dans le passé, dans la rêverie, une semaine plus tôt. Étant donné que dans la scène avec Garp on apprend qu'il y a un problème avec Vivi et Alabasta, il se pourrait que la tentative d'assassinat soit sur lui ou sur sa fille, et que le GM pour légitimer cette offensive explique qu'ils ont un poneglyphe sur Alabasta. Étant donné que Crocodile le savait, le GM a sûrement vent de cette information. Et rappelons que l'étude et la possession de poneglyphes est interdite. Il pourrait donc déclencher un Buster Call sur Alabasta pour cette raison, et faire payer les Nefertari par la même occasion, et tout ça serait parfaitement légal dans le monde de One Piece. Il pourrait profiter de cette attaque et de cette légitimité pour récupérer ce poneglyphe qui, rappelons-le, donne des informations dans l'emplacement de l'arme antique Pluton. Donc le GM pourrait y aller pour mettre fin à la dynastie des Nefertari et pour trouver Pluton. Et Teach pourrait donc désigner Pluton quand il disait ça. Il pourrait y aller pour récupérer ce navire, pour obtenir une puissance sans précédent. Bon, étant donné que le rideau ne s'est pas levé à la fin de ce chapitre, on pourrait la semaine prochaine encore avoir de l'entracte, ou une partie d'entracte. J'espère qu'elle sera à la hauteur de celle-ci, de celle de cette semaine, et qu'on verra les autres acteurs de la première partie de la rêverie comme Neko, Shanks, Vivi, Im et le Gorosei, ou encore les amiraux. De toute façon, si on les voit pas dans le prochain chapitre, on les verra dans la prochaine entracte. Donc hâte de les voir. Ouais, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses des primes, mais aussi des swords. N'oublie pas de rejoindre mon serveur Discord, de liker si ça t'a plu, de t'abonner, et moi je te dis à la prochaine, ciao la team. Et oubliez pas, le One Piece existe.